J'avais hâte de vivre ma première retraite en Amérique du Sud, puis de rencontrer Abuelito Huachuma ou San Pedro. Je suis arrivé à Cuenca, en Équateur, enthousiaste, mais sans trop savoir dans quoi je m'embarquais, avec toutes ces autres plantas maestras. Je peux dire que j'en ai eu pour mon argent, et même plus, avec mon 6 pouces de morve au bout du nez. Ici Onilito. Bienvenue de l'autre côté. Épisode 4. La guérison. Quand je suis arrivé à l'aéroport de Cuenca, j'avais une couple d'heures à tuer avant le transport vers la retraite. J'ai vu qu'il y avait 2 autres personnes qui attendaient dans l'aéroport, dont un gars que j'avais remarqué à l'aéroport de Lima au départ. Parce que son sac prenait une place assise dans l'autobus qui nous a amenés jusqu'à l'avion. Moi, je suis du genre à remarquer ces affaires-là, à voir que je prends une place de trop. Mais lui, ça avait pas de l'air de le déranger. Puis dans l'avion, il était 4 rangées derrière moi. Il arrêtait pas de parler à sa voisine, qu'il connaissait pas, comme pour pratiquer son espagnol. Ça avait l'air de créer un malaise. Puis rendu dans l'aéroport de Cuenca, je le voyais se parler tout seul, en se donnant des petits coups sur la tête, puis des fois en lâchant des petits calls un petit peu plus forts. Bref, il avait l'air d'avoir un petit quelque chose, puis il commençait à me gosser. Puis c'est là que je me suis dit, check bien ça, il fait partie de la retraite. Puis dans 3 jours, je vais l'aimer. Comme de fait, il prend le transport vers la retraite avec 4-5 autres personnes. Mais on a vite compris c'était quoi son problème. Il arrêtait pas d'en parler. Il y avait un OCD, un trouble obsessif-compulsif. Puis il venait à la retraite pour essayer de se soigner. Je suis arrivé à la retraite avec une bonne fébrilité. J'avais hâte de vivre ces 13 jours-là. Le programme était chargé. Dans l'ordre. Limpia, Ayahuasca, Cambo, Temazcal, San Pedro, Changa, 2 autres Ayahuasca, un autre San Pedro, puis une dernière Ayahuasca. On voit que la place est bien organisée. Les participants sont chaleureusement accueillis à leur arrivée, avec des hugs pour tout le monde. Il devait y avoir une 20aine de participants. Il y avait aussi 3 staffs, dont une intervenante qui s'occupait des cercles de parole. Il y avait aussi la propriétaire, Christine. Puis il y avait Fernando, un chaman résident. Puis aussi, il y avait 5-6 volontaires, les helpers, du monde qui font du volontariat, qui aident dans les cérémonies ou pour les différentes tâches, puis qui peuvent rester sur place gratuitement. Le terrain est vaste et accueillant. Il y a un bâtiment pour chiller, une espèce de salon avec des divans puis une bibliothèque. Il y a aussi un autre bâtiment avec la cuisine puis la buanderie. Puis il y a une salle à manger extérieure avec un foyer. Il y a aussi des hot tubs un peu plus haut. Puis il y a un centre communautaire assez grand. Il y a aussi plusieurs bâtiments avec des chambres privées ou des dortoirs.
les gars d'un bord, les filles de l'autre. Je me sens en sécurité, prêt à faire des découvertes. On voit que sur place, là, il y a un bon sens de la communauté, avec les helpers qui sont dévoués pour leur tâche ou juste pour assister, pour être présents. Il y a aussi des tâches communes, si on veut participer, comme faire du jardinage ou aider à faire la vaisselle. Puis les helpers offrent aussi différentes activités, comme la lecture de tarot, des massages ou des cours de guitare. L'ambiance est bonne. Les helpers, puis la plupart des participants sont smart, easygoing. Il y en a quand même une couple de plus renfrognés, dont moi. On voit que c'est surtout des soul searchers qui sont là, avec un certain bagage de vie, puis une sensibilité spirituelle développée. C'est pas la même vibe qu'au Guatemala. Dans l'école d'espagnol où j'étais, c'était plus militant socialiste, genre. Pendant mon séjour, j'ai entendu plusieurs histoires inspirantes de gens qui cherchent un sens à leur vie ou à la transformer, à prendre une nouvelle direction, ou juste s'autoriser à vivre autrement, à vivre tranquillement pour un petit bout de temps. Bref, je sentais que j'étais à la bonne place. À notre arrivée, le premier jour, on pouvait faire une limpia, un nettoyage énergétique pour commencer la retraite. Je rencontre le chaman one-on-one, Fernando, sympathique gaillard. Cette cérémonie-là, elle se passe dans un petit bâtiment qui sert juste à ça. Un petit bâtiment juste d'une pièce, ça ressemble comme à une chapelle. J'enlève mes souliers, puis je rentre. On se présente. D'entrée de jeu, Fernando me dit « Je vois beaucoup de tristesse en toi. Des fois, ça peut mener à de l'irritation, de la frustration, de la colère. Mais t'aimes ça rester à cet endroit-là. Tu dois célébrer ta vie, remercier cette tristesse qui t'a fait choisir de faire des choses folles, comme venir en Amérique du Sud. » Quand tu dis des choses folles, je pensais pas qu'il parlait de ça. Maintenant, tu dois écouter ton cœur, taire le mental. Le monde est illogique. Essaie pas de le raisonner. Le raisonnement, c'est ce qui est commun à la plupart des gens. Pendant que tu es ici, tu dois parler à quelqu'un après chaque cérémonie. Un ami, ta fille, quelqu'un ici, pour sortir de ce cercle mental-là. Ça m'a fessé. Les larmes m'ont monté aux yeux tout de suite. Je comprenais ce qu'il voulait dire, de rester accroché à une ancienne relation par la colère, comme une façon de garder un lien. Puis le mental, je le sais, je suis tout le temps dans ma tête. C'est facile à dire, taire le mental. Il parle tout le temps. Une narration, une scénarisation, un commentariat en continu. Puis je le sais-tu, moi, comment faire ça, être dans mon cœur. En tout cas, ça me met directement dans le bain. Pour le reste de la cérémonie, Fernando me purifie avec des encens, de l'agua de Florida, puis des fleurs. Il prie aux 4 directions, puis il chante avec son tambour. À un moment donné, j'ai entendu une autre voix que la sienne, comme plus grave, sur la droite. Je sais pas c'était quoi, mais j'ai senti que j'étais à une place qui est connectée à quelque chose de plus grand. Puis je me suis senti bien.
dans une grande maloca avec genre 25 places. Une maloca, c'est comme un gazebo en rond. Puis là, dans celle-là, il y avait au milieu comme du pavé uni, de la pierre. Puis c'est là qu'on faisait les feux. Il y avait toujours un feu dans les cérémonies. Parce que le feu, c'est une des premières médecines avec l'eau. Dans la maloca, la chamane était placée directement en face de la porte. Puis quand on circulait dans la maloca, il fallait suivre un sens. Par exemple, si notre place était à droite, puis il fallait aller du côté horaire, bien là, il fallait faire le tour par la gauche jusqu'à notre place. Puis la chamane ou le chaman était accompagné d'un deuxième chaman comme son assistant. Puis il y avait souvent un traducteur de espagnol à anglais. Fait qu'il était comme 3 en avant, ou l'hôtel principal. Puis à part de ça, il y avait un firekeeper. Ça, entre autres, Fernando, il a fait ça une couple de fois, puis je le trouvais vraiment bon. Puis il y avait toujours un feu dans les cérémonies. Puis la façon que le feu était fait, c'était avec des bûches d'à peu près 3-4 pieds de long. Puis il prenait 4 bûches de chaque côté, puis il les intercalait, comme quand on s'intercale les doigts, comme à 90 degrés. Fait que ça faisait comme une construction. Il partait le feu à l'intersection là, des bûches. Puis au fur et à mesure qu'il y avait de la braise qui se créait, il prenait la braise, puis là, il allait former comme un motif en avant du feu, devant la chamane, ou le chaman. Puis le motif évoluait durant toute la cérémonie. Des fois, il changeait complètement d'une étape à l'autre. Fait que j'ai vu, entre autres, un anaconda, un phénix. Il y avait eu un autre oiseau aussi. Puis j'ai vu un soleil. Puis il y en avait d'autres aussi. C'était super beau. C'était comme une forme d'art, là, de placer la braise pour que ça fasse un motif. Une espèce d'art éphémère. Puis une fois de temps en temps, les bûches qui étaient à côté ensemble, ils finissaient par brûler, puis là, ils tombaient. Puis là, c'est comme le cycle qui recommençait. Le firekeeper devait refaire le feu. Puis là, c'est là qu'il en profitait pour prendre des braises. Ça finissait tout le temps avec un petit coup de balai pour que tout soit propre. C'était impressionnant. C'était comme un travail minutieux. À part de ça, il y avait le gatekeeper. Ça, habituellement, c'était un volontaire, là, un helper, qui était comme en charge de, si on veut, surveiller les allées et venues, puis de voir qui a besoin de quoi, puis comme ça, de pouvoir apporter l'aide ou demander à un autre helper d'aider. Par exemple, quand on avait besoin d'aller aux toilettes, on y allait avec quelqu'un, il fallait faire signe. Puis la maloca était très grande, il y avait 4 poteaux qui soutenaient le toit. Fait que ça donnait quand même un effet vaste, où on sentait qu'il pouvait y avoir beaucoup d'énergie. Il devait y avoir 25 places. Chaque place, c'est un petit matelas en mousse avec des couvertes, puis des coussins, puis un accotoir pour le dos. De sorte qu'on pouvait être comme assis ou semi-assis ou complètement couché. La présence du gars avec un OCD a été pas mal marquante dans le groupe. Parce qu'il n'arrêtait pas de parler dans les cérémonies. Puis en fait, il parlait comme tout le temps. Il faisait un peu de clown aussi. C'était un peu comme s'il avait besoin d'attention. Puis dans les cérémonies, son comportement n'était pas tout le temps approprié. Genre, à un moment donné, il dansait directement devant le chaman qui chantait. Puis habituellement, quand le chaman chante, tu te places pas entre lui et le feu. Ni quand quelqu'un purge, d'ailleurs. Fait que la présence de ce gars-là, ça a comme ajouté une dose de chaos à l'expérience. Ils disent tout le temps que dans les retraites, on reçoit ce dont on a besoin. Pas nécessairement ce qu'on veut. Fait que faut croire que j'avais quelque chose à tirer de ça. Quelque chose probablement qui a à voir avec la patience. On s'installe pour la première cérémonie ayahuasca.
On sent tout de suite l'énergie un peu fofolle du chaman. Un gars drôle puis vivant, avec un style bien à lui. C'est un gars qui venait du Brésil, puis ça faisait une quinzaine d'années qu'il vivait en Équateur. Fait qu'il parlait un espagnol, mais à peu près, avec du portugais à travers. Il y avait une énergie un peu festive. Tu voyais que le gars aimait ça avoir du fun. Fait que la cérémonie commence, puis il nous explique comment ça va se passer. Puis après ça, il enchaîne avec des prières. Puis il nous sert le premier verre d'ayahuasca. C'était un asti de gros verre. Moi, j'étais habitué que c'est comme juste un petit shot, que tu prends ça d'une gorgée. Mais là, il fallait boire 2-3 grosses gorgées, là. Puis celle-là était pas particulièrement bonne. Fait que ça a été un beau défi. Puis là, une fois que le premier verre a été servi, le temps que la médecine fasse effet, le bordel a comme pogné. Ça s'est mis à vomir à qui mieux mieux. Puis il y avait congestion aux toilettes. On entendait les personnes faire leur bruit puis aussi se déplacer. Puis il y avait personne qui était capable de marcher sans l'aide d'un helper. Fait que ça faisait beaucoup de mouvements. Dès que quelqu'un voulait aller aux toilettes, il y avait 2 personnes qui bougeaient. À un moment donné, quand je suis allé pisser sur le terrain, je parlais en français à la helpeuse qui m'aidait à marcher. Avant que je me rende compte que c'était supposé se passer en anglais. Fait que là, j'ai vu, tu sais, que j'avais eu une couche ou deux d'inhibition qui était partie. Après coup, on a appris que le chaman avait fait une recette spéciale purgative. On disait que ça a marché en esti. Puis ça a fait peur à plusieurs personnes. De mon côté, ça s'est bien passé. J'ai aimé la vibe de la cérémonie, qui était différente de ce que j'avais connu jusque-là. C'était plus détendu, plus drôle. C'était bien différent des autres cérémonies que j'avais faites. C'était un peu comme si c'était ma première cérémonie à vie. Au début, j'étais dans la phase d'inconfort physique habituel, là où quand je sens une espèce de barre dans le ventre puis je sens que ça me travaille. Là, j'ai l'impression que Abuelita est en train d'aller chercher les bouts dont j'ai plus besoin puis que je vais purger. Après la purge, j'étais moins dans mon corps. Même si j'étais tout le temps en train de bouger, de me replacer. C'est comme si je pouvais pas tenir une position longtemps. Là. J'étais juste étendu sur le dos ou sur mon côté pour dormir, bien emmitouflé dans ma couverte. Je voulais des visions, mais j'étais juste dans ma tête, à imaginer des affaires. Au début, mon attention était tournée vers l'extérieur, vers les distractions, les sons, le mouvement alentour. Puis j'essayais de ramener mon attention vers mon cœur, en respirant surtout. Des grandes respirations, puis porter mon attention dans ma poitrine. Comme Fernando me l'avait suggéré dans la Limpia. Mais mon moi narratif, il était très actif. Il était comme en train de prendre des notes, d'analyser, de commenter. Après ça, je me suis laissé aller à imaginer toutes sortes d'affaires. Puis j'ai imaginé l'IN, l'intelligence naturelle. C'est comme l'IA, l'intelligence artificielle, sauf que l'algorithme, c'est un mental d'humain. Il attend que tu y poses des questions, puis il te répond avec plein d'assurance, même s'il est un peu à côté de la traque. Tant que tu poses des questions, il te répond. Qu'est-ce qui serait arrivé si? Elle pensait de ça. Qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? Je me suis demandé comment arrêter de poser des questions à l'IN, d'arrêter mon spinage mental pas de fin. Puis là, j'ai imaginé que l'IN, c'était comme un écran au mur, au bout d'un corridor, comme une sortie de secours. Puis quand tu es face à l'écran, si tu tournes la tête à droite, il y a une porte qui mène vers l'extérieur. Il suffit juste de dégager son regard de l'écran, de se tourner vers la porte, puis de la pousser.
Ça permet de voir toutes les belles choses qu'il y a à l'extérieur. Puis ça, arrêter de spinner avec l'IN, c'était cohérent avec l'idée que j'avais que c'est ma responsabilité de regarder vers l'avant, pas vers le passé, ruminer puis questionner ce qui est arrivé. Juste accepter puis laisser aller. C'est le genre d'image que j'aime me construire pour l'utiliser plus tard, me rappeler ce que j'ai réalisé, puis me recentrer quand j'en sens le besoin. 2 jours après, c'était la cérémonie San Pedro. San Pedro, ou Uachuma, c'est le grand-père des plantas maestras. Abuelito Uachuma. C'est un cactus sacré qui pousse partout dans les Andes, puis qui contient de la mescaline. On en voit souvent devant les portes d'entrée. Les gens mettent ça de chaque bord de leur porte pour protéger leur maison. Uachuma, c'est une énergie masculine, d'ouverture, complémentaire à celle d'ayahuasca. Les cérémonies se déroulent habituellement le jour, souvent en faisant une randonnée de plusieurs heures dans les montagnes andines. Cette fois-là, la cérémonie s'est déroulée seulement dans la Maloca, mais on pouvait sortir quelques-uns à la fois pour aller aux toilettes, pour fumer ou juste pour aller s'évacher dans le gazon. La cérémonie a été longue. Elle a commencé à 10 heures le matin, puis elle a fini vers minuit. Pour se préparer à la cérémonie, on devait répondre à la question « Où j'ai perdu mon pouvoir? Where did you lose your power? » La réponse que j'ai préparée, c'est que j'ai laissé mon pouvoir à 3 places. J'ai laissé mon cœur dans ma dernière relation. J'ai laissé mon pouvoir dans l'opinion des autres, surtout celle des filles. Puis j'ai laissé mon pouvoir dans mon habileté à m'adapter, comme avec des limites trop flexibles. Durant la cérémonie, on allait devoir passer chacun notre tour sur le Magic Carpet, le tapis magique, placé directement en face de la chamane, de l'autre côté du feu. Puis là, on allait devoir répondre à la question « Où j'ai perdu mon pouvoir? » Puis voir comment on peut reprendre notre pouvoir. Ça faisait longtemps que j'attendais cette cérémonie-là avec San Pedro pour sentir cette ouverture qu'Abuelito peut donner. J'avais fait plusieurs cérémonies ayahuasca, puis je trouvais que ça m'avait apporté beaucoup de guérison. Puis là, je me sentais prêt pour de l'ouverture. J'étais aussi curieux de savoir quel goût ça a, San Pedro. San Pedro, c'est un breuvage aussi, comme ayahuasca. Dans le fond, il faut prendre la partie verte du cactus, le faire bouillir plusieurs heures, puis ça fait une espèce de sirop, une espèce de jus dense. Fait que finalement, c'est pas mal moins pire qu'ayahuasca, mais ça gagnerait pas des concours de dégustation. Je savais pas à quoi m'attendre. Au début, je chantais pas grand-chose. Mais à un moment donné, j'ai dit à un gars, là, je sais pas trop comment je me sens. Je sais pas si j'ai envie de pisser, si j'ai faim, si je veux m'asseoir, si je veux me coucher, ou bien juste partir à courir. Mais je me sens bien, avec le gros smile d'en face. Pendant les premières heures de la cérémonie,
je me sentais comme investi pour aider les autres qui passaient sur le tapis magique. J'écoutais super attentivement. J'étais comme accroupi en petit bonhomme, puis je mettais mes mains en imposition au-dessus du sol, un peu pour me connecter avec la place, puis avec les gens. J'étais directement à la droite de la chamane. Fait que le monde, quand il était sur le tapis magique, c'est comme s'il me faisait face. C'était quasiment comme s'il me parlait à moi. À un moment donné, c'est le tour de Tim, un monsieur à la retraite, assez petit, probablement atteint de nanisme vu ses traits. Puis il avait un air d'artiste, avec ses lunettes rondes, son foulard, puis son chapeau, avec son attitude en général. Je veux pas dire qu'il était drama queen, mais disons qu'il était plus ça que autre chose. Avant d'arriver sur le tapis magique, Tim avait déjà l'air de rocher. Il avait dû être aidé pour se lever, puis il s'est assis sur un petit banc plutôt qu'à être à genoux sur le tapis magique. Puis là, il a même pas eu le temps de parler. Il s'est mis à gueuler comme un bon, comme s'il était dans un exorcisme, en train de crier avec du monde qui le soutient. Rah! Rah! C'était assez impressionnant. Puis là, on dirait que j'essayais de l'aider aussi. Mais en faisant ça, j'ai l'impression que j'ai reçu une partie de l'énergie qui est en train de purger. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai eu mal dans le dos jusqu'à la fin de la retraite. Plusieurs autres personnes ont braillé, fessé à terre, quand ils étaient sur le tapis magique. On a même eu droit à un jaguar, le monsieur le plus timide de la gang qui est arrivé sur le tapis magique à quatre pattes. Puis il y avait aussi le gars cynique qui trouvait que le monde se plaignait pour rien. Puis à chaque fois, la chamane les réconfortait ou les confrontait à eux-mêmes. Puis chacun est sorti de là apaisé. À un moment donné, dans le milieu de la cérémonie, je suis sorti de la Maloca pour aller fumer sur un des bancs. Puis là, j'ai pogné un 2 minutes. Je suis comme redevenu un petit enfant, pas de tonus. Comme si j'avais pas besoin de me tenir par moi-même pour un petit bout. J'avais la tête basse, les bras entre les jambes, le dos tout courbé. Puis je me suis mis à brailler comme un bon, d'une façon là, incontrôlée. J'étais tout recroquevillé sur moi-même, tout piteux. Il y avait une helpeuse, une Québécoise, que je connaissais à peine, qui était assise à côté de moi. Puis elle m'a pris dans ses bras. Puis là, je me suis laissé aller. Le corps s'est mis à me shaker. Je pouvais pas m'arrêter de brailler. Puis j'avais les larmes qui me coulaient, puis la morve qui me pendait au bout du nez. J'en avais au moins 6 pouces de long, puis je m'en calissais bien raide. Moi, quand j'écoute du harmonium, ça me donne le goût de retourner dans le ventre de ma mère. Mais c'est exactement de même que je me sentais. J'étais tout petit, puis je voulais qu'on s'occupe de moi. Cette passe-là là, qui a duré peut-être une dizaine de minutes sur le banc, Non, d'après moi, ça a dû durer quasiment 1 heure. ça a fait sortir le méchant, comme on dit. Je sais pas trop c'est quoi qui s'est passé exactement, mais ça m'a fait du bien en esti. On aurait dit qu'il a fallu que j'aille au fond du fond, comme pour drainer ma tristesse par en dessous,
faire sortir les sédiments, la lie, puis toutes les hosties de marde qui se sont déposées dans le fond de mon cœur depuis tout le temps. Après ça, j'étais chill. Mais j'étais pas pressé de passer sur le tapis magique. Je pense que j'attendais qu'il fasse noir. Fait que j'en ai profité pour faire une bonne séance de cuddling avec une fille sous chaque bras. Là, j'ai senti pendant un moment que je pouvais donner, être la présence rassurante que je peux être, avec une masculinité assumée même. Dans les derniers devant la chamane. Je me suis dégagé de mon harem juste avant qu'elle dise « Ça serait pas le tour au beau grand gars, là? » En arrivant sur le tapis, je me suis plaint de ma douleur au dos avec une petite voix de rien. « My back is hurting. » Va falloir que tu parles plus fort. Fait que là, j'ai lâché le morceau. J'ai dit que j'ai perdu mon pouvoir dans ma dernière relation, que j'ai donné pas mal plus que j'ai reçu, puis que j'ai l'impression que mon amour s'est comme juste perdu dans un trou noir. La chamane a dit que j'étais avec un vampire énergétique, quelqu'un qui te siphonne ton énergie. J'ai trouvé l'image un peu forte, là. Parce que je sais qu'il n'y avait pas de mauvaise intention dans l'histoire. Mais, quand même, je pouvais pas m'empêcher d'être un peu d'accord. C'est genre l'énergie qui circule juste dans un sens. La chamane m'a invité à reprendre l'énergie que j'ai laissée dans cette relation-là. Fait que j'ai visualisé des scènes avec Alanis. Puis là, j'ai imaginé qu'il y avait un flux de lumière qui revenait vers moi. De cette scène-là, jusqu'à où j'étais dans la Maloca, puis ça me revenait dans le thorax. C'est comme si je faisais jouer des extraits d'un film, mais à l'envers, puis que j'attirais la lumière vers moi. Puis je faisais tout ça en regardant le feu, qui m'hypnotisait presque. Le feu, il était fait en deux parties. À gauche, c'était des lignes horizontales. Puis à droite, c'était comme un gros tapon de braise. Fait que je sentais que le feu, il était là pour moi, avec ma dualité. À un moment donné, pendant que j'étais en train de récupérer mon énergie de mon ancienne relation, je suis tombé dans ma tête. Puis là, la chamane, tout de suite, a dit « Pourquoi tu t'arrêtes? » J'ai fait « Ah, ben excusez, j'étais dans ma tête. » J'ai trouvé ça fort que la chamane voit ça tout de suite, que j'étais dans ma tête. Fait que là, j'ai recommencé le processus. Puis j'ai continué à aller rechercher la lumière que j'avais laissée. Après, la chamane est venue à côté de moi pour me parler. Elle m'a demandé ce que je voulais. J'ai dit que je voulais être aimé, que quelqu'un take care of me ou care about me, dans le sens que quelqu'un se soucie assez de moi pour vouloir me supporter, être là pour moi. Elle m'a dit de chercher dans les bons cercles, du monde avec une conscience spirituelle, les retraites, les centres de yoga, de pratique de respiration. Elle a aussi dit que j'étais pas mal mieux que je pensais. Genre que les filles dans la retraite ont remarqué que j'étais comme l'image du gars attirant. Elle a pas dit ça exactement de même, mais c'est ça que j'ai compris. Ça me fait toujours drôle quand on me donne ce genre de compliments-là. Parce que je me sens pas de même pantoute. Ben, presque pas, là. Ça m'est déjà arrivé de sentir cette confiance-là
Mais c'est pas une place que je connais beaucoup où je me sens bien à l'aise. Faut que je sois dans une disposition hors de mon mental. Genre être très présent. Ou ben genre après 5-6 gouttes d'huile de THC. Ou juste la bonne quantité d'alcool. Puis ça dure pas longtemps. Le lendemain, j'ai vraiment senti que ça avait travaillé dans le cœur. Je sentais plus le trou que j'avais dans le thorax. Je l'ai dit comme ça, sans détour. Je suis guéri. Aujourd'hui, je sais que c'était vrai à ce moment-là. Sur le coup, j'ai pensé que ça y était, que j'avais touché à quelque chose de vrai. Mais la vraie question, c'était pas ce qui s'était passé en cérémonie. C'était ce qui allait arriver quand j'allais retourner dans la vraie vie.